Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 7, nous allons parler ippon, dojo et kimono. Bonjour Cathy Fleury. Bonjour. Vous avez 53 ans, vous avez été la première judoka française championne olympique. Plus encore, vous avez été la première française tous sports confondus à remporter les 3 compétitions majeures, JO, championnat du monde et championnat d'Europe. On se rencontre chez vous, donc dans une petite commune du Tarn. Pas évident pour que vous trouviez une date pour me rencontrer parce que vous voyagez beaucoup. Votre activité aujourd'hui, quelle est-elle ? Alors, j'ai 2 missions principales. Je suis superviseur sur toutes les compétitions internationales. Alors, superviseur, il s'agit des VAR au foot. Nous sommes près du tapis et nous avons l'assistance vidéo pour aider au mieux les arbitres qui, eux, sont sur le tapis. C'est mis en place depuis longtemps ? Depuis les Jeux Olympiques de Rio 2016. Voilà, c'est vrai que c'est un nouveau job. Et puis, ma deuxième mission, c'est les judokas paralympiques. Voilà, je dirige, j'organise la programmation, en fait, et j'assiste, bien sûr, bien souvent à leurs compétitions et à leurs stages. Donc, le judo, aujourd'hui, c'est toujours votre vie ? Oui. À quel âge est-ce que vous êtes tombée dedans ? J'ai débuté le judo à 6 ans, donc dans un petit village au fin fond du Val d'Oise, à Chaumontel, dans un presbytère. Le curé de l'époque, en fait, avait prêté une partie du presbytère afin que le professeur puisse monter ce club de judo. Pourquoi le judo ? En fait, il n'y avait que 2 sports dans ce petit village, que le judo et le football, et on ne prenait pas les filles au football. Donc, j'ai suivi mon frère au judo qui, lui, faisait les 2 activités. Vous me disiez tout à l'heure, c'est un sport individuel, mais qui se pratique jamais seul. On a souvent des rôles, en fait. Il y a le rôle, celui qu'on appelle de tori, c'est celui qui fait, et celui de uke, c'est celui qui sert de partenaire à ce moment-là. Et puis les rôles s'inversent. Si on ne donne pas le meilleur de soi-même à l'autre, on ne le recevra pas non plus. Voilà. Est-ce que vous avez été rapidement détectée comme pouvant devenir une future judoka de haut niveau ? Non, pas spécialement. Pour la petite anecdote, justement, il y a l'Institut national des sports. J'ai été refusée par 2 fois à l'entrée et j'ai été acceptée la 3e fois. Donc, vous voyez, c'était pas une détection, très affinée. Mais de toute façon, dans toutes les détections, il y a des gens qui passent un petit peu parfois à travers les mailles du filet. Et ce qui compte, c'est de persévérer. Qu'est-ce qui fait un bon judoka ? Alors justement, c'est très difficile tout de même à déterminer parce que le judo est un sport à catégorie de poids. Et dans ces catégories de poids, on retrouve un peu tous les profils. C'est-à-dire que chacun peut avoir sa place dans ce sport. Alors donc les critères, on va dire que ne sont pas forcément physiques. Voilà, c'est pas la priorité. Ce sont plus des critères d'engagement, de courage, de persévérance, et puis beaucoup de travail au niveau de la technique parce que c'est un sport très technique. Avant de rentrer à l'INSEP, vous êtes passé par plusieurs clubs. J'ai même lu dans des articles en préparant cette interview que vous aviez la réputation d'être instable. Oui, c'est vrai, il y a eu ce mot instable que je n'avais pas trouvé très sympathique. Tout simplement, en fait, j'étais à la recherche de la bonne personne, j'ai envie de dire, d'un entraîneur qui puisse s'intéresser à moi, à mon profil, croire en moi, et puis m'enseigner tout ce que j'avais besoin pour progresser. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. À l'époque, la plupart des clubs s'intéressaient plus au profil masculin. À quel moment est-ce que vous avez basculé dans
la potentielle future championne? Je pense que c'est mon entrée à l'INSEP en fait. Parce qu'à partir du moment où on a la possibilité tous les jours de se confronter aux meilleurs, on peut un petit peu établir un panorama et se dire que oui, c'est possible. Bon, j'en avais envie de toute façon, donc je pense que j'y croyais avant même cette entrée. Par contre, c'est cette entrée à l'INSEP qui valide le projet de haut niveau, en fait, et de cette possibilité, de cette éventualité, et qu'on se met à y penser évidemment bien plus fort. En 1988, vous participez à votre première compétition majeure, c'est les championnats d'Europe, et vous êtes la seule Française à revenir sans médaille. Mon Dieu. Ah oui. Ah oui. Comment on l'encaisse, ça? Ouais, j'imagine. Très mal. Ouais. Très mal. Très mal. Alors évidemment maintenant avec le recul, je pense que ça m'a énormément servi. Mais au niveau émotionnel, c'était vraiment dramatique. Je me suis sentie honteuse en fait dans cette réussite collective qu'il y avait eu. Tous étaient heureux sauf moi. Psychologiquement, ça a été extrêmement difficile. J'ai aussi voulu que ce soit très difficile. C'est-à-dire que c'est vrai que cet épisode, je l'ai toujours gardé en mémoire et je pense que ça a été le début d'un engagement peut-être supérieur de ma part aussi au niveau de l'entraînement. Ça a créé des déclics et l'année après, en fait, a été une année extraordinaire pour moi. Effectivement, 1989, vous remportez coup sur coup les titres de championne d'Europe et de championne du monde, mais aussi championnat du monde universitaire, championnat de France ou encore tournoi de Paris. Ouais. Donc en un an, vous êtes passé de 0 médaille à quasiment tout rafler. Oui, tout à fait. Ça a fait une réaction extrêmement positive pour moi. Est-ce que cette foison de médailles, tout à coup, ça a changé des choses dans la manière dont vous avez été considérée par les médias, par vos partenaires, par le public ? De la même façon que nous, ça valide un niveau pour nous-mêmes, ça valide aussi un niveau pour les autres. Mais même avant d'avoir gagné ces médailles, j'étais employée au Crédit Lyonnais, donc ils m'avaient fait confiance avant d'avoir ces résultats. Notamment, ça s'est passé à l'issue de Pampelune, donc le championnat d'Europe où je suis revenue sans médaille. Et ils m'ont accompagnée tout le long de ma carrière. Et ça, je dois dire que pour un athlète à cette époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et ça a été important pour moi. Le sport de haut niveau, beaucoup en rêvent. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, me dire ce que ça représente de s'entraîner tous les jours ? Bien, c'est 2 entraînements par jour, parfois 3. Donc, évidemment, ça implique une fatigue physique importante. Donc, il faut récupérer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la récupération est beaucoup plus organisée, j'ai envie de dire, qu'à mon époque. Nous, alors oui, de temps en temps, quand même, on se faisait masser. C'est ce qui permet d'accélérer la récupération. Du coup, avoir la sagesse de mener une vie peut-être autre, certainement même autre que les jeunes, entre 18 et 30 ans pour certains. Sans excès. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il y a des excès. On est jeune, on est en pleine force de l'âge, mais ils sont dans des périodes autorisées ou conseillées, on va dire. Mais je veux dire, ça on le réalise par soi-même ou pas, parce qu'effectivement, certains. C'est arrivé que certains se perdent à travers des comportements excessifs, j'ai envie de vous dire. Et puis mais quand on a réalisé que oui, lorsqu'on s'est entraîné 3 fois par jour, aller faire la fête toute la nuit pour recommencer l'entraînement le lendemain, c'est pas possible. On devient raisonnable et puis je pense que la force de l'objectif fait qu'on fait des choix en conséquence. Et psychologiquement, de rester motivé? Alors c'est plus simple quand on a atteint une maturité suffisante.
quand on a ses objectifs en tête et puis que l'on sait, parce qu'on a fait des erreurs avant aussi bien sûr, qu'il faut s'entraîner chaque jour, que ça vient de soi. Alors voilà, ce choix qui est très 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 personnel, eh bien fait remonter voilà les ambitions et permet de chercher à se dépasser, je dirais pas à chaque entraînement, mais très très souvent et à un moment beaucoup plus souvent que les autres, et c'est ce qui souvent permet de faire la différence. En 1992, le judo féminin est définitivement admis au JO, 10 ans après les hommes. Vous y êtes. Ouais. Parlez-moi de votre compétition, de vos différents combats. On les prend les uns après les autres, ou dès le début, c'est la médaille d'or qu'on vise? Comment ça se passe? Ah non, vraiment les uns après les autres. Alors voilà, lorsque juste auparavant, je parlais d'expérience, d'échecs et d'erreurs, j'avais au cours de mon parcours déjà commis l'erreur de penser au combat d'après, notamment sur un championnat d'Europe, où au premier tour, je rencontrais une jeune femme de l'Allemagne de l'Est que je ne connaissais pas, et donc pour moi, comme je la connaissais pas, voilà, j'avais commis l'erreur de penser qu'elle n'était pas à mon niveau. Et bien, voilà, mal m'en a pris, puisque je me suis fait sortir au premier tour. Donc voilà, ça c'est le genre d'erreur que l'on fait, mais pas deux fois. Et donc sur cette compétition, notamment, j'ai pas eu du coup à avoir de doute, puisque au premier tour, en fait, je rencontrais une judoka cubaine que j'avais rencontrée plusieurs fois, et on était à peu près à parité, j'ai envie de dire, au niveau des victoires. Donc c'était un combat très très rude pour moi et que je redoutais. Dans votre catégorie des moins de 61 kilos, vous étiez combien ? Sur les Jeux Olympiques, je sais pas, hein, ça devait être un tableau assez normal, puisque j'ai quand même fait 5 combats pour gagner. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Donc, je dirais une trentaine. Cathy Fleury, ceinture rouge. C'est la finale pour les Jeux. C'est la finale pour l'or. Vous arrivez en finale, donc vous êtes plus que 2. Ouais. Est-ce que la pression n'assomme pas dans ce cas-là ? Je crois que j'avais vraiment la pression. Le combat de ma finale, j'en suis pas spécialement fière. Il est pas extraordinaire, sauf que évidemment à la fin, il m'apporte la victoire. Et je pense que j'ai eu la chance que mon adversaire était un petit peu dans le même état d'esprit que moi. Voilà, c'était un combat très fermé, très tactique. Un combat fermé, ça veut dire quoi, que personne n'attaque vraiment ? Si, il y avait des attaques, mais si vous voulez, c'est des attaques qui sont pas très, enfin, sincèrement, c'était des attaques pas très engagées. C'était, chacune de nous ne s'est pas réellement ouverte, n'a pas pris les risques peut-être qui auraient été nécessaires. Mais je crois que un combat de judo et même de très haute compétition, ça se fait à deux. Donc ça, on le ressent, on ressent l'autre. On ressent l'autre en attente, donc on se dit peut-être, moi aussi je vais me mettre un petit peu en attente, voilà, et puis on va bien voir au fur et à mesure, et voilà, il y a des choses qui se passent, voilà, dans le combat, et qui sont en fonction de son adversaire aussi. Du coup, la décision de la victoire, ça a été une décision arbitrale ? Oui, au drapeau. À l'époque, ça se faisait comme ça, en fait, donc il y avait 3 arbitres sur le tapis, donc forcément, il y allait avoir un vainqueur. Ça va être la décision des juges. La décision des juges. Un titre olympique qui va se jouer au drapeau. Arad qui a tout donné. Cathy, un rouge, un blanc. La France est championne olympique. Et le résultat, ça a été 2 votes pour vous. Ouais, et 1 pour mon adversaire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'est vrai que c'est une libération. C'est une joie, mais vraiment immense qui vous envahit. Voilà, j'en parle, j'ai encore la chair de poule en fait, puisque du coup j'ai les images qui me reviennent en tête. Cathy Fleury est championne olympique. Première médaille d'or, Thierry Offrand. Première médaille d'or pour la délégation française. Regardez la joie. Quel bonheur. J'ai regardé votre combat et le public était déchaîné.
Oui, puis il y avait une chose extraordinaire en fait, c'est que mon tout premier professeur, donc celui qui a commencé à m'enseigner le judo à Chaumontel, dont on a parlé avant dans le presbytère, est un professeur extraordinaire qui avait 5 clubs de judo et qui avait organisé un voyage pour venir me voir aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et donc ils étaient venus avec un bus rempli, dont des élèves à lui qui avaient débuté avec moi, c'est-à-dire il y avait aussi des gens que je connaissais depuis 26 ans en fait. Enfin 26 ans, j'exagère, depuis 20 ans puisque j'ai fait championne olympique à 26 et que j'ai commencé à 6 ans. Partager ça avec eux, avec mes parents étaient là, mes frères étaient là, mes entraîneurs aussi, les gens qui ont donné pour moi, pour cette journée. Partager ce bonheur, c'est quelque chose de peu commun. Comment ça se passe ensuite? Vous rentrez en France, le quotidien reprend? Alors, pas tout de suite quand même, parce que quand même, on vient d'être champion olympique. Et puis moi, à l'époque, je me mariais, en fait, quelques mois après. Et puis, je suis surtout partie en vacances. Je suis rentrée en France. Je suis partie en vacances en France, très rapidement derrière mon titre. Et c'est vrai que le bonheur a continué, en fait. Parce que j'avais été la première championne olympique aussi durant ces Jeux, la première championne olympique française, je veux dire. Alors du coup, je pense que j'ai une petite couverture supplémentaire, une couverture médiatique. Ça s'est transcrit de manière, mais alors ultra agréable, quoi. Voilà, j'étais en vacances dans le sud de la France, à Cassis, je m'en souviens très bien. Et puis voilà, en fait, les gens étaient si gentils avec moi, me félicitaient. Oui, ça ressemble pas à des vedettes de cinéma, mais voilà, simplement, voilà, beaucoup de gens me reconnaissaient, me félicitaient. Voilà, j'allais au restaurant, les restaurateurs m'offraient le champagne. Voilà, je sais pas, on sentait cette joie collective et c'est vraiment très touchant, quoi. Donc ce bonheur, il a infusé encore un petit peu. Oui, voilà, ouais. Et puis un jour, il a fallu retourner à l'entraînement. Oui. C'est facile de s'y non, remettre? Pas du tout. C'est vraiment très difficile. Très, très difficile parce que là, on change vraiment d'état d'esprit, en fait. On est plus, en fait, dans l'état d'esprit. Il n'y a plus rien à conquérir, en fait, quelque part. Voilà, c'est ça qui est difficile, en fait. Alors, il y a à refaire, mais pas à conquérir. Et ça fait la différence. C'est plus difficile parce que déjà on profite quand même pendant un très très long moment. Et puis lorsqu'on s'arrête de s'entraîner à très très haut niveau pendant un long moment, j'ai envie de parler de bien 6 mois, eh bien il y a aussi un gros temps pour revenir au niveau. Et puis est-ce qu'on y revient totalement? Pour certains, oui. Pour d'autres, un petit peu moins. Je pense que j'étais quand même un petit peu un petit peu moins. Voilà, même si j'ai eu d'autres médailles, pas de titre après, mais d'autres médailles importantes, notamment mondiales. Mais voilà, c'est différent. Est-ce que c'est à ce moment-là que le doute peut-être a commencé à s'immiscer de continuer le judo à haut niveau, ou vous en étiez quand même pas là dans votre tête? Si, j'en étais là parce que je crois 1 an et demi après, j'ai arrêté pendant 8 mois, je crois, ou 6 mois. 6 mois, ouais. Envie peut-être de fonder une famille, envie de toucher la vie professionnelle, voilà, d'une manière plus concrète. Et puis, du coup, j'ai repris en reprenant mes études. Voilà, c'est une grosse remise en question, mais qui est salutaire, en fait. Des études de quoi? Pour être professeur de sport. Donc, il y avait un concours de la fonction publique. Et donc, j'ai repris des études pendant 2 ans pour pouvoir me présenter à ce concours. Cette année-là, pendant votre pause, vous accompagnez quand même l'équipe de France au championnat d'Europe. Mais vous êtes dans le public. Ouais, c'est ça, ouais. Comment est-ce que vous le vivez? Alors, c'est vrai que, bien sûr, lorsqu'on est une compétitrice, comme je le suis, un peu dans l'âme, vraiment, c'est... j'ai envie de vous dévoiler que, en fait, c'est pas mon amour du judo pour le judo pur, etc., qui m'a fait voilà, avoir ces titres. C'est vraiment, depuis toute petite, c'est la compétition qui m'intéresse, et que ce soit n'importe quel sport que j'ai pratiqué. Et donc, oui, évidemment, ça m'a picoté parce que lorsque vous voyez un combat de judo,
et que c'est tout frais pour vous, mais quelque part vous aviez dit que c'était fini. Vous avez un ressenti, vous avez le cœur qui s'accélère dans cette ambiance que vous connaissez, mais là vous n'êtes pas acteur, alors il y a plein de sentiments qui se mêlent. Et c'est aussi une période où les copines de votre génération raccrochent, elles aussi, le kimono. Ouais. Ça joue, ça aussi ? Oui, bien sûr. C'est très difficile. Je m'en suis rendu compte. Nous vivons presque constamment ensemble. Nous partons en stage. Tous les jours, nous sommes à l'entraînement ensemble. Et donc, quand vos plus grands repères, c'est-à-dire les gens avec qui vous avez vécu vraiment de nombreuses années, s'en vont, il faut faire des efforts, il faut aller à la rencontre des plus jeunes, et puis c'est pas forcément simple parce qu'il y a un petit décalage, notamment au niveau de l'âge et donc des mentalités, et puis que vous êtes déjà quelqu'un d'installé, vous avez une famille, une maison, etc. Et puis que vous ne vivez plus tous ces petits moments où après l'entraînement on va boire un coup ensemble, vous avez plutôt envie de rentrer chez vous. Ça aussi, ça forme des petits décalages qu'il faut combler, donc il faut faire des efforts. Voilà. En 96, seconde participation au JO. Le but, c'est évidemment de conserver votre titre. Voilà. Ça se passe pas comme ça ? Non, du tout. Racontez-moi. Eh bien, j'y retourne et je prends au premier tour celle vraiment que je craignais le plus. Donc une japonaise que j'avais eue en stage quelques mois avant. Et donc j'avais eu l'occasion de m'entraîner tous les jours avec elle. Et effectivement, j'avais conscience que c'était une athlète extrêmement forte et qui me posait vraiment beaucoup de problèmes. Et voilà, le tirage au sort me l'a désigné au premier tour, qui a été fatal. Je perds décision aussi, vous voyez. Tout comme j'ai pu gagner des combats décision, les plus grands combats, et bien celui-ci aussi, je l'ai perdu décision, tout à fait logique d'ailleurs. Et voilà, c'était fini. Ça précipite votre décision d'arrêter ? Non, c'était déjà acté avant que je parte aux Jeux Olympiques, en fait. Pour moi, c'était clair que c'était ma dernière compétition. Voilà, je venais d'avoir le professeur de sport, en plus, quelques jours avant. Je crois 3 semaines avant. Et puis voilà, j'avais 30 ans et c'était vraiment ma compétition. Mais évidemment, je rêvais qu'elle se termine autrement que comme elle s'est terminée, mais j'étais, je pense, déjà tournée un petit peu vers ma vie future. Après cette compétition, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Après cette compétition, un enfant. Voilà. C'était un projet que vous aviez repoussé parce que vous étiez encore sportif de haut niveau ? Bien sûr, oui, c'est assez C'était clair. incompatible. On ne peut pas dire que c'est incompatible parce qu'on a eu des exemples. Je dois dire qu'on les compte même pas sur les doigts d'une main. C'est effectivement très difficile, et en plus de revenir à un très très haut niveau, puisque vous êtes absenté forcément pendant des mois, et qu'à ce moment-là, d'autres ont pris votre place. Je pense que c'est difficile. Du coup, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas souhaité le vivre et j'ai attendu. Ça vous fait du bien de lâcher un peu tout cet univers du judo, ou est-ce que parfois ça vous manque ? Ça fait 10 ans que vous faites ça, que vous menez la même vie. Et là, d'un coup, tout change. Et ça, c'est vraiment, vraiment très difficile. C'est une période très difficile. Très difficile. Je dois dire que c'est une mini-dépression. Heureusement que j'avais mon fils. Ouais. Du coup, professionnellement, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Évidemment, j'avais dans l'idée d'être entraîneur, en fait. Et puis, ça, judo ? De judo, oui. Au niveau d'un pôle. Voilà. Et puis ça c'est pas au départ je voulais être entraîneur national directement, comme ça se passait très souvent d'ailleurs, et puis j'ai pas eu accès à ce poste, donc je pensais tout de même être entraîneur sur un pôle, et puis j'ai pas eu non plus accès à ce poste. Alors ça a été un long combat encore pour pouvoir avoir accès. Mais quand vous dites j'ai pas eu accès, c'est-à-dire qu'on a décidé de pas vous nommer ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Oui. Voilà. Pour quelle raison, vous le savez ?
Je ne sais pas concrètement, c'est tout. Je pense que je rentrais pas dans les clous à cette époque-là, qu'on me faisait pas forcément confiance pour être un bon entraîneur, en fait. Le monde du sport est encore géré à, j'ose pas dire le pourcentage, par des hommes, à un très 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 haut pourcentage. Voilà. Donc alors comment vous faites ? Je vais voir la ministre de l'époque, Madame Marie-Georges Buffet. Donc vous vous démontez pas ? Ah non, je me démonte pas. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Je le sens au fond de moi. Je sens que je vais retrouver la même passion en fait que j'ai ressentie pour ma vie d'athlète. J'imagine que c'est mon destin. Je rencontre Madame Marie-Georges Buffet, qui écoute mon histoire et qui me comprend assez facilement puisque rapidement elle me dit que évidemment le monde de la politique ressemble bien au monde du sport, on peut toujours le constater d'ailleurs, et donc qui est à l'écoute et qui du coup m'octroie en fait un 50% sur l'entraînement. Et voilà, donc j'entraîne le pôle Espoir d'Amiens à 50%, donc des jeunes entre 14 et 20 ans, on va dire, puisqu'il y avait aussi des universitaires. Et puis j'ai entraîné ce pôle. Alors au bout de 2 ans, la fédération m'a pris dans son quota d'entraîneur de pôle. Et donc là à 100%. Oui, à 100%, voilà. Et là je suis restée sur ce pôle pendant 9 ans et j'ai eu des résultats assez extraordinaires, je dois dire. Donc je suis très très fière d'ailleurs. J'ai surtout le souvenir en fait de la transformation en fait de ces jeunes. C'est juste de leur faire découvrir leurs capacités en fait. Ils vont plus loin que ce qu'ils pensaient aller, ou ils sont plus que ce qu'ils pensaient être, et d'un coup le monde s'ouvre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Au bout de ces 9 ans, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On me donne la possibilité d'être entraîneur national, donc sur l'équipe féminine, sur l'équipe olympique. Du coup, là, vous avez affaire à des athlètes qui sont déjà de haut niveau. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça change beaucoup de choses ? C'est différent. C'est vraiment différent parce qu'on a affaire à des athlètes plus âgés, plus affirmés. Donc, c'est différent. Mais évidemment, je me suis quand même beaucoup appuyée sur l'expérience que j'avais eue auprès des athlètes régionaux que j'ai drivés pendant ces 9 ans. Dans la manière d'être, de se comporter, d'être un petit peu le guide. Moi, je le vois un petit peu comme ça. L'entraîneur-coach au niveau national, c'est un petit peu le guide. C'est celui qui a l'expérience de ce haut niveau. C'est parti, allez. Oh. Encore. Ouvre le coude, allez, enfin. C'est en mouvement, Ephraim. Bouge. Organise-toi, voilà. Allez, bouge maintenant. Encore. Action, allez. Plus dur. Jusqu'au bout. Simple. Avec toi. Faut la marque. 0-2. Allez. Avec toi, FM. 30 secondes pour marquer. Allez. Allez, envoie. Allez. Il a relâché, on envoie. Et certaines jeunes femmes vont arriver avec vous au plus haut niveau mondial. On peut citer par exemple Gévry Zeman, Lucie d'Écosse ou Audrey Cheméo. Alors voilà, dans les échecs, on est aussi très triste pour eux. Et puis il y en a une partie aussi pour nous. Hein, et voilà, c'est ce que je disais, il faut pas le cacher. Et puis dans les victoires, voilà, on a l'immense chance de pouvoir partager cette joie au plus près avec eux. Et ça aussi, évidemment, c'est une récompense extraordinaire. Vous avez encore aujourd'hui des contacts avec ces jeunes femmes ? Bien sûr. L'été dernier, puis ils vont revenir là. J'en ai quelques-unes là qui sont venues faire la fête à la maison, et puis ouais, bien sûr. Mais ouais, ça aussi c'est une fierté.
C'est une fierté de connaître ça et d'avoir établi ce genre de relation de confiance en fait avec des personnes et d'avoir envie de temps en temps de se revoir et puis évidemment quand on se revoit on reparle des bons souvenirs, voilà. À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué, Cathy Fleury. C'est très difficile de rencontrer quelqu'un qui pense que vous pouvez être aussi efficace que lui, ne serait-ce que parce que vous êtes une femme, donc ça lui vient même pas à l'esprit. C'est très difficile. Alors on en rencontre, mais enfin ils sont tout de même très très peu. En tant que sportive ou même en tant qu'entraîneur? Je parle pas en tant qu'entraîneur, oui. En tant que sportif, ça, justement, là les choses changent. Je pense que c'est peut-être comme ça que ça change. Voilà, c'est pour la vie d'après que c'est encore beaucoup plus difficile, qu'il y a du chemin à faire. Mais même si j'ai dit ça de manière assez vite, mais même si il faut bien le dire, c'est même en tant qu'athlète, en fait, les femmes aujourd'hui quelque part ne sont pas considérées à la même mesure que les hommes. On le voit très simplement, ne serait-ce que à travers l'argent qui circule dans le sport masculin et celui qui circule dans le sport féminin. Ça n'a encore absolument rien à voir. Et ça, je crois, quelle que soit la discipline. On passe maintenant au quiz. Judoka ou judokate? Judoka. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée comme ça. C'est vrai que je reprends souvent les gens, en fait. On m'a toujours dit qu'on n'accordait pas, donc je dis toujours judoka. Sportive ou coach? Mon Dieu, j'ai envie de dire sportive quand même. Championne du monde ou championne olympique? Forcément, championne olympique, parce que la rareté de l'événement fait qu'il est plus convoité. Merci Cathy Fleury. De rien. Merci à vous qui nous avez accompagnés lors de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à écouter les autres et à laisser une bonne note ou un commentaire à Première Dame. Nouvelle invitée dans un mois. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Ciao, ciao!